On va commencer ce matin en accueillant ma collègue Françoise Barret, qui est conteuse et qui va nous parler d'Amazon, si j'ai bien compris. Eh ben, bonjour à toutes et quelques tous peut-être quand même. Voilà, donc en effet, j'avais proposé à Mappy puisque j'ai créé un spectacle autour des Amazones et que je suis moi-même féministe depuis toujours, de Amazon en héritage. Voilà, et j'avais envie de commencer par cette autre citation de Donna Haraway, dont on a pas mal parlé, cette grande dame écoféministe, qui est une vieille dame hein, maintenant, américaine et qui vit encore, qui associe ces 2 termes, nature-culture. Elle les met ensemble parce que c'est vrai que nous, êtres humains, on est, vraiment, complètement des êtres à la fois naturels, bien sûr, liés à la nature, mais aussi des êtres totalement culturels. D'ailleurs certains, comme, Philippe Descola, grand anthropologue, réfutent le terme même de nature puisque nommer la nature, c'est nous sortir d'elle. Voilà, et on a parlé de compost. Il y a un autre terme qu'elle a inventé que j'aime beaucoup, c'est que nous sommes des compostistes. Aujourd'hui, nous devons être des compostistes. Alors, je commencerai cette, intervention en disant, «J'ai eu de la chance». C'est d'ailleurs le titre qu'a donné, une amie conteuse, Claire Péricard, à son dernier spectacle. Femme née dans les années 60-70, nous sommes des héritières de cette fameuse, 2e vague du féminisme, même si moi j'aime pas beaucoup ce terme parce que ça fait des siècles que les femmes demandent l'égalité, depuis même des millénaires. Et que donc, parler de vagues, c'est un peu nier cette longue histoire qui vient vraiment de la nuit des temps. Et donc héritière, une conscience aiguë, d'être héritière aussi de ça. Je vous présente ma grand-mère. Heu c'est la dernière, à votre, gauche avec ses 7 sœurs et le petit dernier en blanc, c'est son petit frère. Voilà, au-dessus, mon arrière-grand-mère et son mari. Cette photo a été prise juste avant donc, le départ de mon arrière-grand-père à la guerre de 14, qui aurait pu s'en abstenir parce qu'il avait plus de 50 ans et donc 9 enfants. Et donc une ribambelle de filles. Mon arrière-grand-mère a donc été pendant 20 ans soit enceinte, soit allaitante. Elle a eu un enfant, une petite fille, principalement, donc tous les 2 ans. Et elle dira à ses filles sur le tard, elle s'est jamais plainte d'être malheureuse, enfin, elle dira sur le tard que, elle n'a jamais subi l'acte sexuel que, par contrainte et qu'elle n'a jamais connu la jouissance. Et quand ma propre maman, jeune fiancée donc de son petit-fils, visitera sa maison, elle présentera le lit conjugal en disant: «Voilà le champ de bataille». Alors héritière aussi de toutes ces filles qui étaient des filles, joyeuses, fortes, jeunes femmes des années 30, qui ont eu des destins assez variés, des Amazones aussi. L'une deviendra peintresse, l'autre partira aux États-Unis, deviendra professeure d'université, émérite. Ma propre grand-mère, qui après des déboires conjugaux élèvera seule ses 4 enfants et sera aussi un professeur de phonétique, assez reconnu. Elle écrira un livre, enfin voilà, des femmes fortes autour de moi. Et puis, donc, féministe, héritière de cette fameuse 2e vague, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, adolescente, de pouvoir disposer comme je le souhaitais de mon corps, de pouvoir avoir, accéder à la contraception. Je n'ai jamais subi de violences sexuelles, même si comme toutes les filles de la terre, j'ai subi des violences sexistes, c'est-à-dire des mains déplacées, des harcèlements de rue, ce genre de choses qu'à partir de 7-10 ans, toute fille connaît. Et donc, héritière aussi de ça, c'est donc en 1970 à l'Arc de Triomphe, 9 féministes, femmes, grandes dames, activistes, déposent à l'Arc de Triomphe une gerbe à la femme du soldat inconnu. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Elles finiront, elles aussi, dans une petite camionnette de CRS et en chantant, elles, parce que là aussi c'était très joyeux, en garde à vue, elles seront relâchées, mais tout ça a été filmé et donc du coup, c'est vraiment un acte fondateur, d'ailleurs acte fondateur du MLF. Héritière aussi de ça,
la féministe qu'on appelle de la première vague. Ici, c'est donc une manifestation qui a lieu juste avant la guerre de 14, au mois de juillet, des femmes qui demandent le droit de vote. Il y a devant donc la journaliste Séverine, la féministe Marguerite Durand, qui elle a d'ailleurs une bibliothèque à son nom à Paris parce elle essaiera de rassembler l'ensemble des textes de femmes existants, des journaux, des textes, des livres, etc. Et donc son fonds sera donné à la ville de Paris. D'ailleurs, cette bibliothèque a failli disparaître il n'y a pas longtemps, mais d'autres comme Aubertine Auclair, Baldine Pelletier et bien d'autres. Et puis, ça fait des siècles que demande l'égalité. Là, je vous présente une exposition et des petits marque-pages qui ont été faits par l'association HF, dont je vous parlerai plus tard, qui montrent que ça fait vraiment des millénaires, des siècles que les femmes demandent l'égalité. Ça a été fait donc une action qu'on mène depuis plusieurs années pour mettre en place les journées du matrimoine en parallèle des journées du patrimoine, puisque le patrimoine, c'est ce qui vient des pères, ça occulte ce qui vient des mères, avec l'association Si, les femmes existent, créée par Anne Monteil-Boer. Je lis les 2 premières citations, celle de Sappho, donc 7e siècle avant Jésus-Christ: «Femme splendide, ma pensée va vers vous. Oui, quelqu'un, plus tard, se souviendra de vous». Et Christine de Pisan, donc première autrice à avoir vécu de sa plume, donc au XVe siècle, philosophe, elle a écrit La Cité des Dames, entre autres. Je suis navrée et outrée d'entendre les hommes répéter que les femmes veulent être violées et qu'il ne leur déplaît pas d'être forcées. Oui, j'ai eu de la chance. J'ai été élevée sans doute une des premières générations d'avoir été élevée systématiquement comme mon frère. Mes parents m'ont soutenue dans mes projets, y compris celui un peu fou de faire du théâtre. Et là aussi, j'avais, adolescente et jeune femme, déjà des modèles. Ariane Mouchkine, qui avait déjà créé le Théâtre du Soleil, Pina Bausch, dont j'ai eu la chance de voir à 20 ans le premier spectacle diffusé en France au théâtre de la ville d'Avignon. La première fois que j'ai été toute seule à Avignon. Anne Delbé, à 16 ans, je vois au théâtre de la ville sa magnifique mise en scène donc de l'échange de Claudel, texte qui va aussi beaucoup me bouleverser et je découvre aussi la langue magistrale de Claudel et cette histoire d'hommes et de femmes, de 2 couples très forts. Je sais que c'est mis en scène par une femme, Anne Delbé. Catherine Dasté, qui à ce moment-là, je ne la connais pas, mais j'apprendrai plus tard que, dès les années 70, donc là c'est en 69, elle va créer des spectacles jeunes publics, un travail magnifique qu'elle va faire avec des enfants. Elle va leur faire inventer des histoires et les mettre en scène. Donc c'est l'inventrice du théâtre jeune public, c'est donc Catherine Dasté. Voilà, donc je sors de ma première école de théâtre et c'est joyeux, un féminisme joyeux, fort, héritier de toutes ces luttes et on a l'impression que toutes ces luttes sont derrière nous. Je crée ma première compagnie qui s'appelle le Théâtre de l'Engeance des filles, l'Engeance des femmes. On va enfin avoir notre place et c'est vrai que quand on sort de notre école de théâtre, on est autant de filles que de garçons. Et on n'a absolument pas la sensation que le monde sera différent, offert différemment pour les garçons que pour les filles. Donc ce premier spectacle, qu'on crée, c'est, autour du livre, d'Alistoclas, compagne de Gertrude Stein. Gertrude Stein, une grande autrice du début du XXe siècle, américaine qui a vécu à Paris, qui a collaboré entre autres avec Picasso, qui reçoit des artistes chez elle. Elle est riche, elle est collectionneuse, elle collectionne une magnifique collection de peintres de l'époque. Et c'est un couple donc lesbien, pas marié bien sûr et donc quand Gertrude Stein va mourir, Alistoclas va se retrouver dans une grande précarité puisqu'elle a toujours vécu, comme compagne de Gertrude Stein et son associé, sa secrétaire, vraiment il y a un couple aussi, très très genré même si c'est un couple lesbien. Elle a vraiment, eu la fonction traditionnelle de la femme au sein de ce couple. Et donc elle se retrouve sans rien et elle va écrire un livre, qui est donc, un livre de souvenirs, un livre de cuisine. À partir de ça, on va faire une adaptation qui s'appelle Les biscuits d'Alice. Dans ce monde qui s'ouvre à moi, j'ai l'impression qu'en tant que femme, j'aurai toute ma place, mais j'ai l'impression qu'il manque une parole, celle des mères, celle de mes mères, de mes grands-mères, de mes arrière-grands-mères et je me lance comme défi d'être à la fois artiste et mère et de ne pas renoncer à être mère et
le terme ne pas renoncer, il y a déjà un sentiment que ça va être compliqué. Et donc, je vais vivre 15 ans de marathon, comme je dis, avec mon bouclier d'Amazon. J'ai un compagnon qui est toujours mon mari et nous avons, le voilà, on va avoir 4 enfants. Donc, c'est si mon mari est donc un inconditionnel supporter de l'artiste que je suis, ça c'est quand même, plus compliqué au niveau de l'organisation de la famille. Il se trouve qu'il est cadre et qu'il considère que son agenda professionnel est plus important que celui de la famille, ce qui ne doit pas être le mien. Pourtant je m'en vais et je me souviens toujours avec une certaine difficulté des séances agenda où je revais mon bouclier d'Amazon pour tenir. «Comment Françoise, tu pars encore?» Eh oui, c'est mon métier. Donc je vais me retrouver dans le peloton des mères de famille qui, assument 80 des tâches familiales, charge mentale, organisation de la famille. Je vais donc passer 15 ans à courir après les trains, à remplir le frigidaire, à organiser les conduites et les gardes quand je m'en vais, à revenir le plus vite possible et bien sûr à m'occuper de la famille. Quand je travaille, j'ai l'impression d'être en vacances. Je vois que je ne suis pas la seule là. Gardienne du foyer, j'ai tenu le coup et c'est parce que je suis convaincue que cette fonction est un véritable matrimoine, hérité de mes mères, ce fameux care, se prendre soin. Il ne s'agit pas pour moi de nature, mais bien d'une culture, au sens le plus noble du terme, culture sans laquelle le monde s'effondre. Construire le fondement, les fondations de tout être humain ou humaine. Si je vous parle de ça, c'est pas particulièrement pour parler de moi, c'est surtout pour témoigner, dire quelque chose, voilà, là, j'aime beaucoup la micro-histoire, j'en fais partie et surtout parce que le fait d'être mère, j'ai appris à le cacher pendant toutes ces années. À cause d'un événement qui va m'arriver alors que j'ai une trentaine d'années, j'ai donc, 4 petits-enfants à la maison, je les ai fait rapprocher histoire d'être tranquille. Il y a des jumeaux dans le tas. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je n'ai pas encore complètement basculé dans le monde, du conte et je passe une audition pour être comédienne et je suis retenue pour jouer dans une pièce de Jean-Paul Sartre. Je suis ravie. Arrive le moment de la signature du contrat et de l'organisation des répétitions et les 2 jeunes, hommes qui sont metteurs en scène de cette compagnie, m'expliquent qu'on va répéter tous les jours de 2 heures à 20 heures, 14 heures à 20 heures, y compris le samedi. J'écoute, je me tais. Je dis: «Oui, oui» et je pense à la séance agenda et je me dis: «Il faut faire quelque chose». Donc avant même la séance agenda, je rappelle ces 2 charmants jeunes hommes et je leur dis: «Écoutez, est-ce que ça serait pas possible au moins une fois par semaine de travailler le matin, y compris de retravailler le soir, mais au moins que j'ai de 16 heures à 20 heures une fois par semaine au milieu de la semaine pour pouvoir au milieu de la semaine coucher mes enfants». Silence au bout du lit, on va réfléchir. 2 jours plus tard, je reçois un appel comme quoi finalement ils ont changé d'avis, ça ne sera pas moi. Dans votre soupir, j'entends ce qui se passe, dans ma tête à ce moment-là, la superposition, bien sûr, qui ne sera pas nommée, de ces 2 événements. En tous les cas, j'ai appris à me taire pendant 15 ans. Je me suis tue. Je n'ai dit à personne à part à des amis, bien sûr, et aux proches qui connaissaient ma vie, que j'avais les 4 enfants et je pense que si je l'avais dit, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. Arrivent donc les années 2000, mes enfants ont grandi un peu, j'habite à Belfort et j'ai la colère. Voilà, arrive le temps de la colère. J'ai réussi mon marathon, je suis conteuse, comédienne, autrice, une certaine reconnaissance professionnelle satisfaisante, des spectacles qui tournent, une compagnie qui est soutenue modestement, mais qui me permet de faire des créations. Voilà, le temps de la colère et qu'est-ce qui s'est vraiment passé en 20 ans? J'ai fait ce métier, mais à quel prix? Si je regarde la réalité du champ professionnel, c'est un échec. Les hommes sont à 90 si ce n'est à 100 sur les meilleures places, tant en politique que sur les grandes scènes de théâtre. Certains disent même à ce moment-là que puisqu'on n'y est pas arrivé, il va falloir revenir sur la mixité et autre coup de poignard dans mon bouclier d'Amazon, la première fois que tu vois une femme en tchador dans ta ville. Les femmes reprennent le voile, certaines femmes, les voiles que leurs mères ont brûlés.
Oui, la colère monte et je ne suis pas toute seule, c'est le début de cette fameuse troisième vague du féminisme. La même année, alors que nous ne nous connaissons pas, Catherine Gaillard en Suisse et moi à Belfort au Théâtre du Pilier, et là je dois rendre hommage à Marcel Guignard, directeur du Théâtre du Pilier, que certains d'entre vous connaissent, qui va me soutenir dans toutes mes années de travail où je serai ici à Belfort, et qui va donc coproduire ce fameux spectacle Amazon. Donc Catherine Gaillard crée aussi la même année un spectacle qui porte le même nom, Amazon, et nos deux spectacles, parallèlement, sans qu'on se croise, vont pas mal tourner pendant une dizaine d'années. Donc je vais vous faire un petit voyage donc chez mes chères Amazones. Et je vous présente deux livres pour celles, hein, on va dire au féminin, parce que là vraiment, excuse-moi François, excusez-moi quelques garçons, mesdames, si ça vous intéresse, donc deux livres. Celui d'Alain Bertrand, qui m'a donc été très utile à l'époque, puisque l'autre n'était pas encore édité, qui est professeur d'université. Il a fait sa thèse sur les Amazones et il rassemble dans son livre toutes les citations faites par les Grecs sur les Amazones, puisque les seuls qui parlent de ce fameux peuple d'Amazones, ce sont les Grecs. Donc en particulier Hérodote, au 5e siècle, premier historien anthropologue, qui va rassembler dans son livre au 5e siècle, donc avant Jésus-Christ, avant notre ère, tous les textes qui parlent des Amazones, et Diodore de Sicile au 1er siècle avant notre ère. L'autre livre, c'est celui d'Adrienne Mayor, qui est une historienne américaine. Son livre a été traduit et édité en France il y a 2-3 ans, et elle rassemble toutes les sources archéologiques autour des Amazones, avec aussi des bribes anthropologiques, des souvenirs dans les mémoires, en particulier des récits oraux autour des zones où, en effet, les géographes et historiens grecs parlent de ce peuple, les Amazones. Parce que donc les Grecs pensent vraiment, croient vraiment à l'existence de ce peuple, les Amazones, et ils ont rencontré des femmes guerrières à certains moments. Donc ces Amazones, elles vivent dans le nord de la Turquie, dans l'actuelle Anatolie. Elles ont une ville une capitale qui s'appelle Thémiscyre, autour d'un fleuve qui s'appelle le Thermodon. Le Thermodon existe, on n'a jamais retrouvé les ruines de cette fameuse ville Thémiscyre. Le 9e travail du fameux Héraclès, héros mâle civilisateur, va être d'aller voler, prendre les armes des Amazones, entre autres une ceinture étant à la fois bouclier, et cette ceinture que les Grecs dénouent au moment où ils prennent femme. Il part donc avec une armada de héros grecs, dont Thésée, le roi d'Athènes. Et là, les récits divergent. Certains parlent d'une première rencontre amoureuse, d'autres d'un massacre immédiat. Mais tous parlent de l'enlèvement de la reine des Amazones, qui porte différents noms, souvent Antiope, par Thésée. Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle est partie de son plein gré? En tous les cas, Antiope se retrouve à Athènes, femme de Thésée. Ils ont d'ailleurs un enfant qui s'appelle Hippolyte, donc on retrouvera dans l'histoire de Phèdre. De Racine, pour ceux qui se souviennent de cette pièce. Donc, Antiope est à Athènes, et ses sœurs, dont sa compagne Hippolytée, parce que donc les Amazones sont toujours en couple, donc il y a toujours 2 reines. Hippolytée donc vient revenir chercher Antiope à Athènes, et là il y a une guerre que racontent les Grecs. Les Amazones encerclent Athènes. Des combats sont terribles, parce que ces Amazones sont dites égales des hommes, hein, dans la guerre, elles sont vraiment aussi fortes qu'eux, et des combats héroïques qui se terminent malgré tout par la défaite et le massacre des Amazones. Certains disent qu'Antiope a pris les armes contre son mari, Thésée, mais qu'il l'aurait tué comme le Minotaure d'un coup de massue sur le crâne. Et d'autres disent qu'elle se suicide. Un petit groupe de survivantes repartent à Thémiscyre et reconstruisent le peuple. Donc les Grecs croient vraiment à l'existence de ce peuple. Il y a à Athènes des tombes des Amazones, des routes des Amazones, et devant le temple d'Arès, le dieu de la guerre, qui est aussi le tribunal d'Athènes, se trouve la tombe de la reine Antiope. C'est une légende très ancienne, puisqu'on croise déjà les Amazones dans l'Iliade, les Amazones étant l'allié des Troyens.
Vous savez qu'il y a différents peuples qui sont venus s'allier, au roi Priam et à son fils, Hector. Et il y a ce fameux récit célèbre, du combat singulier entre Achille, le plus grand des guerriers grecs, et la reine Penthésile. Combat qui passionne les Grecs, un combat absolument extraordinaire qui se termine par la mort, là encore une fois, de l'Amazone Penthésile. Achille descend de cheval, retire le casque de Penthésile et est absolument ébloui par sa beauté. Il regrette son geste, il en tombe amoureux et certains disent même qu'il viole son cadavre. Récit donc plein d'ambiguïté, exprimant à la fois la fascination, mais surtout la crainte fondamentale des hommes vis-à-vis des femmes que l'on retrouve aujourd'hui dans les mouvements masculinistes. Je pense que vous en avez entendu parler. Contre le féminisme, certains hommes se rassemblent et expliquent comment il faut se comporter vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire les dominer, c'est la biologisation de nos rapports de domination. Si l'on donne du pouvoir aux femmes, elles vont, c'est vraiment le discours des masculinismes encore aujourd'hui, mais c'est le discours des Grecs, elles vont faire ce que les hommes font aux femmes, c'est-à-dire les annihiler, les dominer, les émasculer, les massacrer. Je vous montre encore une image, vous pouvez en voir beaucoup sur internet, de très belles images d'Amazon, de combats. Et donc là, j'aime bien cette image parce qu'on voit la terreur sur ce soldat grec qui va être massacré par une femme. Les Amazones ont-elles vraiment existé? Et là, je vous renvoie donc au livre d'Adrienne Mayor, puisque depuis les années 80, les recherches archéologiques ont mis à jour des tombes de femmes guerrières enterrées avec le même faste que des guerriers masculins, des femmes guerrières dans des tumulus qu'on appelle des kurganes, dans les plaines d'Asie centrale, depuis la Bulgarie jusqu'au nord de la Chine. Là, sur cette carte, vous voyez tous les petits points, c'est des endroits où on a retrouvé des femmes guerrières enterrées. Donc les principales, elles sont en effet à partir de donc la Bulgarie, l'Ukraine et puis après Kazakhstan, toutes ces grandes plaines jusqu'en Sibérie et donc donc c'est dans des zones russes et chinoises. Donc ces informations vont arriver surtout en France après la chute du mur de Berlin. Voilà, un kurgan là, c'est donc ces tumulus qui ont souvent été pillés, mais dans lequel on a retrouvé des objets absolument magnifiques. Donc ça, c'était une exposition qui a eu lieu en 2006 à Paris, la première qui s'appelait l'or des Amazones, où ont été présentés donc des objets trouvés dans une tombe amazone en Russie, en Ukraine, dans le Donbass. Avec des armes, des bijoux absolument magnifiques, une quantité d'or enterré donc avec des chevaux. Donc là, c'est pas une tombe d'Amazone spécifiquement, mais c'est une reconstitution qui a été faite dans un lieu où il y a pas mal d'hommes et de femmes enterrés, donc dans ces tumulus. Là, c'est un couple, mais on voit le type de tombe que c'était, donc des vêtements couverts d'or, des armes magnifiques et là, vous voyez, donc c'est un homme et une femme enterrés ensemble, de manière égalitaire, même s'il y a un peu plus d'or sur l'homme que sur la femme et avec leurs chevaux. Et donc en Sibérie, donc dans des kurganes qui avaient été pris dans la glace, dans la neige, dans le permafrost, on a retrouvé des cadavres entiers où on a pu observer sur les peaux des hommes et des femmes des tatouages absolument magnifiques. Là, vous voyez un de ces tatouages. À droite, c'est la reconstitution qui a été faite dans le livre d'Adrienne Mayor, et donc à gauche, la peau avec, on voit la flèche qui a transpercé le bras. Donc l'hypothèse d'Adrienne Mayor, c'est donc dans ces grandes plaines, en fait, ces peuples nomades qui gardent des troupeaux, encore aujourd'hui, garçons et filles apprennent à monter à cheval très très tôt. Parfois, ils savent monter à cheval avant même de savoir marcher. Et ils ont des armes parce qu'ils ont à garder les troupeaux. Ils sont souvent éloignés. Et donc, même les filles ont certaines armes. Et donc, l'hypothèse d'Adrienne Mayor, c'est que certains groupes de jeunes femmes pouvaient partir en escadron, se battre, ce qui justifierait les différents témoignages des Grecs qui, en effet, dans la mouvance scythe, puisque à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, il va y avoir beaucoup plus de contacts des Grecs avec les peuples du Moyen-Orient.
de l'Asie mineure et donc particulièrement de la Turquie, où il y a ces fameux sites qui sont dans la mouvance celte, et que parmi eux, il y avait sans doute des femmes guerrières, puisque c'est dans ces zones-là qu'on a retrouvé ces tombes de femmes. Et donc, que c'est ainsi qu'elles ont pu aller à Troie peut-être, qu'elles ont pu, aussi rencontrer Alexandre, puisqu'on on raconte qu'Alexandre a rencontré que des Amazones sont venues voir Alexandre, lui demandant de faire avec lui un enfant, puisqu'elles choisiraient leurs hommes, pour faire des jolis garçons. Les garçons, dans certaines versions, moi c'est celle que j'avais gardée dans mon spectacle, elles en fait renvoyaient leurs prisonniers de guerre avec, les garçons et des cadeaux. Elles renvoyaient les garçons, elles ne gardaient que les filles après avoir fait l'amour avec, certains, prisonniers de guerre particulièrement bien achalandés, qu'elles s'étaient choisis. Je finis quand même sur cette image des Amazones d'Abomey, donc ancienne capitale du royaume de Dahomey, au sud du Bénin. Voilà donc un groupe en effet de femmes guerrières, qui existent encore aujourd'hui, hein, au Bénin, qui sont plus, porteuses de paix d'ailleurs. La reine, des Amazones du Dahomey, étant, une femme qui porte la paix, mais les filles sont encore éduquées à savoir se battre. Mais la question reste entière. Je reviens à ma propre histoire. Que s'est-il passé? Pourquoi cet écrasement systématique des femmes qui semble toujours aller vers du pire? Pourquoi ces freins, ces empêchements, ces retours en arrière, après des avancées toujours arrachées à la hache? Hier, il y avait Madame H. Hein? Ma Madame H, ça m'a plu. Pourquoi? Parce qu'il y a la hache des Amazones à double tranchant. Pourquoi aujourd'hui Trump, Poutine, Bolsonaro, les masculinistes au pouvoir, le recul du droit de l'avortement en Hongrie, en Pologne, même aux États-Unis, où il y a du flicage pour ceux qui vendent au marché noir la pilule du lendemain? On flique leur téléphone, leur mail, etc. Des arrestations simplement pour ça, à cause du marché noir de la pilule. Il en a toujours été, en a-t-il toujours été ainsi? Et dans l'invisibilisation, l'effacement des femmes de l'histoire racontée par les hommes, y a-t-il eu d'autres Amazones, des peuples matriarcaux, et que sont devenues nos déesses mères? Autre question qui va plus loin dans l'histoire. Donc là, je vous montre la grotte Chauvet. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont eu la chance d'y aller. En tous les cas, au fond de cette grotte, qui est un véritable sanctuaire, se trouve cette espèce de clitoris qui sort de la grotte, du fond de la grotte, et vous voyez dessus ce petit triangle qui est le symbole du sexe féminin, qui sera d'ailleurs une des premières lettres écrites par les Mésopotamiens. Femme, c'est un triangle. Les deux jambes, et puis sortent donc de ce sexe l'ensemble des animaux de cette grotte. Là, je vous renvoie, il a été aussi cité hier, Jean-Loïc Lequelec, qui fait un travail magnifique sur le mythe de l'émergence, qui raconte que les animaux et les humains seraient sortis un jour de la Terre, et qui est sans doute enfin il l'a prouvé par son travail, un des plus anciens mythes de l'humanité, qui est sorti d'Afrique en même temps que les humains, donc du ventre de la terre-mère. Des déesses mères, des figures féminines qu'on retrouve à travers toute la Méditerranée, depuis, vous voyez, des temps très, très anciens. Ici, la Vénus de Laucelle, donc entre 26 000 et 24 000 ans avant Jésus-Christ, une statuette qui est quand même, enfin un bas-relief qui est haut comme ça, au musée d'Aquitaine de Bordeaux. La Dame endormie, dans l'hypogée à Malte, donc d'Al Salfieni, 4000 ans, entre 4000 et 2000, c'est un site sous la terre en fait qui s'enfonce, c'est des hypogées, donc c'est des cimetières, hein, et où on a retrouvé cette figure de femme qui est taille réelle, hein, magnifique, quelle vraiment princesse endormie, merveilleuse, et il y en a des quantités et des quantités. Je vous renvoie aussi
elle a été citée aussi hier par Mappy, à Marija Gimbuntas, qui a écrit un livre qui s'appelle Le langage de la déesse et qui répertorie l'ensemble à la fois de ses statues, de ses rituels, parce qu'on parle de déesse, mais c'est sans doute plus toute une série de rituels. Il y a pas de religion de la grande déesse, il y a des figures féminines partout qui ont été honorées. Donc là, ici, les grandes déesses dont on connaît un peu plus l'histoire dans nos mythologies plus proches, Ishtar, donc ça c'est une figure à gauche, donc Babylone 1800 avant Jésus-Christ, elle se trouve au British Museum. On retrouve les animaux autour, les chouettes qu'on retrouve avec Athéna, les serpents, la femme ailée. En Crète, la déesse au serpent, cette image qu'on retrouve plein de fois avec ses seins magnifiques et qui tient les serpents qui sont ces êtres qui vont du sous-sol à l'air et puis surtout qui sont le symbole de l'éternité puisqu'ils changent tout le temps, ils changent de peau, donc ils seront un symbole qu'on retrouvera bien sûr même chez les juifs, les chrétiens. Et puis l'Artémis d'Éphèse à droite, Éphèse étant donc dans l'actuelle Turquie. D'ailleurs, la ville a été totalement détruite là. C'est une catastrophe encore archéologique et historique et aussi humaine, bien sûr, mais sur notre mémoire de cette ville d'Éphèse où a été créé ce temple d'Artémis qui a été créé par les Amazones, fondé par les Amazones. Si on n'a aucune trace du temple de l'Artémis d'Éphèse, que des traces vraiment suffisamment faibles pour qu'elles ne soient pas analysables, il y a cette fameuse statue qu'on retrouve à beaucoup d'endroits de l'Artémis d'Éphèse qui est recouverte d'animaux, d'œufs, voilà, donc vraiment encore une fois la maîtresse des animaux. Ces questionnements, donc qu'est-ce qui s'est passé, d'où est-ce que ça vient, m'ont amené à créer un autre spectacle qui s'appelle Le chemin des épinettes, qui voyage dans les mythes et les connaissances contemporaines pour essayer de comprendre comment se fabriquent les identités de genre. Et comme en créant les spectacles, j'apprends plein de choses, je vais vous partager un certain nombre de choses que j'ai appris et compris en créant ce spectacle. Alors là, encore une autre image quand même, Edou Anna, le premier auteur dont on connaisse le nom est une femme. Elle s'appelle Enhedu Anna. C'était une grande prêtresse d'Ishtar, 2400 ans avant Jésus-Christ, et elle a écrit de très nombreux hymnes aux dieux qui ont été signés et transmis. C'est comme Sappho, hein, la poétesse Sappho, on n'a pas ces textes écrits, mais ils ont été tellement transmis d'âge en âge qu'on a recueilli ces textes. C'est pareil pour Enhedu Anna. Ces hymnes aux dieux ont été nommés comme Homère. Hein, voilà, c'est elle qui a écrit ces textes. Voilà, donc le premier auteur dont on connaisse le nom est une femme, elle s'appelle Enhedu Anna, noble ornement du dieu ciel. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que la femme est une marmite. Ah ben ça, c'est Aristote qui nous le dit, 7e siècle avant Jésus-Christ, grand philosophe qui a inspiré toute la pensée occidentale. Il nous explique que la femme est une marmite dans laquelle l'homme fait cuire sa semence, son sperme, pour faire des enfants. L'homme apporte le souffle, l'esprit, le pneuma, la femme, la matière brute sauvage, et qu'il faut dresser. Et que si il fait bien son travail, c'est-à-dire qu'il est suffisamment fort, viril et qu'il met bien son sperme dans la petite marmite, il va créer un garçon. Mais s'il rate son coup, eh ben, ça fait une fille. La fille est un raté, un sous-produit de la race masculine, dans le ventre de la femme. C'est ce qu'il raconte. Alors, ce que j'ai appris aussi, ce que j'ai compris, c'est que parce que nous, on n'est pas nés dans ce genre de société, c'est que toutes les sociétés traditionnelles sont construites sur la séparation des sexes. Tu es un garçon, tu as tel destin, tu es une fille, tu as tel destin. Tu es élevé par le clan des filles ou par le clan des hommes. Toutes les sociétés humaines sont fondées là-dessus. Et le fait qu'un homme puisse faire un travail de femme et qu'une femme puisse faire un travail d'homme est quelque chose d'extrêmement récent, extrêmement moderne, extrêmement contemporain et qui n'est pas pensé. En fait, notre anthropologie profonde, notre culture profonde, c'est que tu es un garçon, tu dois faire ça, une fille, tu dois faire ça. Et on le sait, on en hérite culturellement, culture-nature, hein, encore une fois, là, qu'est-ce qu'on est? On est des êtres profondément culturels, on hérite de ça sans le savoir. Et quand on ne le regarde pas, eh ben, du coup, ça devient une pathologie. Et c'est vrai que quand on dit « Ah, les garçons, ils ne savent plus où ils en sont ben, », c'est qu'on ne leur explique pas ça et qu'on ne nous explique pas ça. Voilà. Françoise Héritier nous explique aussi que dans l'immense majorité des sociétés étudiées dans le monde, 3 interdits pèsent sur les femmes. La possession de leur corps ne leur appartient pas.
leurs enfants ne leur appartiennent pas. Soit ils appartiennent à la famille de leur père, soit et de leurs frères, soit ils appartiennent à la famille de leur mari. Le pouvoir, elles n'exercent jamais le grand pouvoir, le pouvoir absolu, et la grande éducation, elles n'ont pas le droit à l'éducation. Ces 3 interdits qui sont quasiment dans toutes les sociétés du monde. Et alors, on nous parle, mais les femmes quand même, dans certains cas, qu'est-ce que c'est que les sociétés matriarcales, et cetera? Ben, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en effet, il y a le clan des hommes et il y a le clan des femmes. Et le clan des hommes et les clans des femmes, ils ont des prérogatives, des droits, des devoirs. Et dans certaines sociétés, en effet, les femmes ont certaines prérogatives qui sont relativement importantes et parfois aussi importantes que dans que le clan des hommes. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler des sociétés matriarcales parce que ouais, ça va suffisamment peser sur le clan des hommes pour qu'ils puissent ne pas faire certaines choses. J'en donnerai des exemples. Ils sont extrêmement rares. Je cite Claude Nicole Mathieu, qui est une grande anthropologue qui a lancé ses études de genre dans les sociétés. Elle était elle-même biologiste, féministe, n'importe quoi. Et donc, elle explique que donc l'inégalité sociale n'est jamais une inégalité biologique. Ce qu'il faut dans les années 70 affirmer, ce qui n'est pas du tout encore évident pour la majorité des hommes. Et elle va étudier avec ses camarades anthropologues des sociétés. Donc les sociétés donc matriarcale, patriarcale, ça veut dire donc le pouvoir à qui appartient le pouvoir et les devoirs. Matrilinéaire, patrilinéaire, c'est est-ce que l'enfant va appartenir à la famille du père ou à la famille du mari. Et matrilocal et patrilocal, ça veut dire est-ce que c'est la fille qui va vivre dans la famille du mari ou le mari qui va venir vivre dans la famille de sa femme. Et donc, elle va étudier les sociétés qui sont patriarcales, mais qui sont matrilinéaires, c'est-à-dire que les enfants restent avec donc la famille, sa propre famille de la mère, c'est-à-dire de son frère. C'est le frère qui va devenir le père social de l'enfant, et matrilocale, c'est-à-dire que la femme reste dans sa propre famille. Et elle a écrit ce très beau livre qui s'appelle, parce que c'est des articles sur ces sociétés, une maison sans fille est une maison morte, c'est-à-dire s'il n'y a pas de fille dans une famille matrilinéaire, eh ben, il ne va pas y avoir d'enfants. Donc c'est très grave. Et ça représente à peu près 16% des sociétés étudiées dans le monde. Donc en fait, 85% des sociétés étudiées dans le monde sont à la fois patriarcales, patrilocales, patrilinéaires. Bon. Et il y a une toute petite marge de société, voilà, qu'on peut dire matriarcale, c'est-à-dire qu'on peut dire que certaines femmes, le clan des femmes a un peu plus de pouvoir que ceux des hommes. On cite souvent les Iroquoises qui ne peuvent pas, en fait, les hommes, comme c'est elles qui possèdent les récoltes et les troupeaux, les hommes ne peuvent pas partir à la guerre sans avoir l'autorisation des femmes, puisque c'est elles qui donnent la nourriture pour qu'ils puissent partir. Et alors là, c'est le sommet du sommet, les Na ou les Mosi en Chine, qui sont un peuple où le mariage n'existe pas. Donc les garçons, les frères restent dans la maison de leurs sœurs. C'est le groupe des femmes anciennes qui sont l'instance décisionnaire finale de cette communauté. Les hommes ont quand même certaines prérogatives, c'est-à-dire c'est eux qui vont partir à la guerre, c'est eux qui vont servir d'émissaires. Ils portent la volonté de l'ensemble du groupe, donc des femmes, mais c'est eux quand même qui vont en ambassade auprès des autres peuples. Ce sont eux qui sont les prêtres. Mais ils restent chez leurs sœurs, les frères et les sœurs vivent ensemble, il n'y a pas de mariage, il y a des relations amoureuses. Le père de l'enfant qui va naître de ces relations amoureuses qui sont secrètes, et c'est une insulte de demander qui est ton père géniteur à quelqu'un, le père, c'est le frère, et c'est lui qui élève les enfants.
Voilà. Donc là, en fait, à partir du moment où la jeune fille est pubère, on va lui, donner une chambre qui s'appelle la chambre des fleurs et le garçon amoureux va avoir lors de danses, elle fait un petit signe, elle caresse le creux de la main, donc le garçon sait que cette nuit-là, il peut monter dans la chambre, il va mettre une échelle à la fenêtre, il rentre et au matin, il faut qu'il soit parti. Personne ne doit savoir quel est l'amoureux. Les relations amoureuses restent secrètes. Donc Paola Tabet, je vous la signe aussi parce elle a beaucoup parlé sur l'échange économico-sexuel. J'ai parlé de ma grand-mère tout à l'heure, hein. Voilà, elle a donné son corps pour avoir une vie sociale et économique possible. Certains disent que le mariage est une forme de prostitution. Il y a un échange entre le corps de la femme et la possibilité d'être nourrie économiquement et d'avoir un statut social. La biologie, le cerveau n'a pas de sexe. Là, je vous renvoie aux études de Françoise Vidal. Jusqu'à l'adolescence, il n'y a aucune différence entre un corps de fille et un corps de garçon. C'est le déclenchement des hormones qui le provoque. Et ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que maintenant, il y a 4 éléments qu'il faut se distinguer pour savoir si on est fille ou garçon, savoir si on a un pénis ou un vagin, des testicules ou des ovaires, des chromosomes XX ou XY et des hormones mâles ou femelles. Sur une personne sur 200, ces 4 éléments ne correspondent pas. Il y en a un qui va bugger. On peut avoir tout, mais en fait, on n'a pas les bons chromosomes. On peut avoir tout, mais on n'a pas les mêmes hormones. Bon, alors c'est quelque chose qui s'observe quand il s'agit du sexe de l'enfant à la naissance. Après, pour savoir quels sont les chromosomes et les hormones, c'est plus compliqué. En tous les cas, il y a très peu de temps, quand un enfant naissait avec 2 sexes ou avec un sexe indistinct, sans poser la question à la famille, on opérait immédiatement l'enfant. Ce qui pose des gros problèmes en fait, hein. Les gens qui font leur transition, ils savent ça, c'est pas si simple que ça d'un point de vue biologique. Donc des opérations parfois à répétition. Maintenant, il y a tout un protocole qui est mis en place dans les 15 jours, puisqu'on doit assigner le sexe de l'enfant dans les 15 jours, qui est mis en place pour que les parents prennent la décision dans les 15 jours. C'est très difficile aujourd'hui de dire: «Je ne choisis pas». C'est d'abord très difficile parce qu'on se retrouve face à quelque chose auquel on n'est pas préparé et qu'on ne nous a pas enseigné, et d'autre part, c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant? Un enfant non-genre dans une classe d'école, dire que c'est quand il sera adulte qu'il choisira son sexe, c'est pas évident. Voilà, enfin en tous les cas, c'est quelque chose à savoir. Alors donc, conclusion, eh bien, depuis longtemps, pour justifier la domination masculine, on fait appel à la nature, d'où les histoires d'essentialisme dont on parlait hier. Dès la naissance, une fille n'a pas la même valeur qu'un garçon. C'est ce que Françoise Héritier appelle la valence différentielle des sexes. Encore aujourd'hui, quand on fait des études dans les écoles maternelles, on s'aperçoit que les petits garçons sont plus interrogés, prennent plus la parole que les petites filles. Et c'est pas seulement parce qu'ils prennent la parole, c'est aussi parce que les petites filles, elles lèvent le doigt et que les instituteurs et institutrices interrogent plus facilement les garçons que les filles. C'est parce que le féminin est dévalorisé que pour un garçon, être efféminé est dévalorisant. Geneviève Fraisse, qui nous dit: «Il n'y a pas de discrimination, mais disqualification des femmes. Elles sont disqualifiées dès le départ, elles partent pas sur la même ligne», et je vous en ai donné l'exemple tout à l'heure de ma propre expérience. Je ne savais pas, je croyais que j'étais sur la même ligne de départ, en fait non. Donc, si nos 2 spectacles, celui de Catherine Gaillard et le mien, ont tourné, c'est que, ils font partie en effet de cette fameuse, mouvance de 3e vague, et qu'à ce moment-là, on se rende compte que, comme le dit Reine Prat dans son rapport dont je vais vous parler, «La loi ne fait pas les mœurs», c'est une phrase de George Sand. Reine Prat. En 2006 et 2009, le ministère de la Culture commande à cette, haute fonctionnaire, Reine Prat, 2 rapports qui c'est un homme, hein, donc haut fonctionnaire au ministère de la Culture, qui s'interroge. Il dit: «Mais c'est quand même bizarre, quand je vais à une réunion de directeurs de théâtre, il n'y a que des directeurs, il n'y a pas de directrices. Comment ça se fait? Je voudrais bien savoir ce qu'il en est». Et donc il demande à Reine Prat d'étudier la question, et elle va, faire ces 2 rapports qui font faire l'effet d'une bombe, parce que en effet, les chiffres sont absolument atterrants, pire que dans l'armée, dira Reine Prat dans son rapport. La publication de son rapport, il y a
une page dans Le Monde en plein festival d'Avignon, donc je ne sais plus si c'est en 2006 ou 2007. En tous les cas, les chiffres, tout d'un coup, révèlent qu'on n'est pas folle. Comme je dis, moi, quand j'étais à Belfort, j'allais voir Henri Taquet, qui était à ce moment-là directeur du théâtre de Belfort, qui était par ailleurs un ami, parce qu'il se trouve qu'il avait fait ses études avec des amis à moi. Donc on se tutoyait, on allait prendre des coups, boire des coups, pas prendre des coups. Mais je dis ça parce que je me suis pris des coups dans son bureau. Sa programmation était quasiment 100% masculine. Moi, jeune femme, c'était impossible de lui dire regarde ce qui se passe. Il disait bah, c'est parce qu'elle dit ça parce qu'elle n'est pas programmée. L'art n'a pas de sexe, il n'y a que du talent. Donc, je vous ai mis un certain nombre de chiffres. Euh, donc, les rapports RENPRA, on remarque donc que 84% des théâtres financés par le ministère de la Culture sont dirigés par des hommes. 97% des musiques que nous entendons, donc en 2006-2009, hein, étaient donc composées par des hommes. 85% des textes que nous entendions sur les scènes de théâtre étaient écrites par des hommes. 78% des mises en scène conçues par des hommes. La moyenne des subventions des scènes nationales, quand elle est dirigée par un homme, 2,7 millions. Quand elle est dirigée par une femme, 1,7 million. Et quand une subvention est attribuée à une femme, elle est 30% inférieure à celle attribuée à des hommes. Donc, suite à cette publication, va se créer le mouvement HF, qui donc est un mouvement qui milite pour l'égalité homme-femme dans les arts et la culture, dont j'ai l'honneur d'être une des membres fondatrices. RENPRA, qui est maintenant à la retraite, a écrit un autre livre qui s'appelle donc Exploser le plafond, puisque presque 20 ans, 15 ans après la publication de ces rapports, la situation a très peu évolué. Et malgré la chose qui s'est libérée, c'est la parole. C'est-à-dire que maintenant, en effet, on en parle, quelque chose qui ne se passait absolument pas dans les années 2000. Les journalistes en font la remarque. Quand il n'y a que des hommes sur scène, il y a toujours même un homme pour dire attendez, là, il y a quand même un problème. Voilà. Et bien sûr, le mouvement MeToo. Voilà. Il y a une libération de la parole, mais en tous les cas, dans les chiffres, ça ne bouge pas. En 2017, le Haut Conseil à l'égalité, qui est donc une instance une association paragouvernementale, c'est créé par le gouvernement et qui demande à la société civile de réfléchir à des questions, donc sur les questions d'égalité. Donc il y a des gens du planning familial, des syndicats, et donc l'association HF a siégé pendant 10 ans dans cette commission. Et donc le Haut Conseil à l'égalité a sorti un rapport en 2017 qui est un peu l'équivalent donc des rapports RENPRA 10 ans plus tard. Et on voit que les chiffres ont très très peu avancé, globalement de 4%. C'est-à-dire encore 38% des aides accordées par le ministère sont accordées à des femmes, ce qui représente que 28% du montant global des subventions allouées à la création, 16% de différence sur les... Non, même plus, 19% des différences de salaire dans la profession, 9% de femmes aux postes de direction les plus élevés dans le spectacle vivant, 29% de textes de femmes en mise en scène. Vous voyez, ça bouge très très peu, on était à 25, voilà. 39% des mises en scène sont faites par des femmes, et la musique est vraiment le plus mauvais élève, et particulièrement le jazz. Voilà, donc si globalement on fait un montant global, 4%, une évolution de 4% en 10 ans. Ça veut dire qu'il faudra à peu près 50 ans pour arriver à l'égalité. C'est-à-dire, je ne peux même pas dire à ma petite fille qu'elle aura l'égalité. Les conteuses, pour reprendre le terme de Geneviève Fraisse, ne sont pas épargnées par cette disqualification. L'association APAC, Association professionnelle des artistes conteurs, qui adhère à HF, a commandité donc à une sociologue, Marion Fireka, en 2013, une étude sur les chiffres dans le monde du conte. Elle a pu étudier donc 50 festivals de contes, 1235 spectacles solo. Donc, elle a chiffré ça. Elle s'est rendue compte que sur l'ensemble de ces spectacles, il y avait 52% de conteuses et 48% de conteurs. C'est-à-dire que les conteurs sont un peu plus professionnels, sont un peu moins nombreux que les conteuses. Pourtant, donc si on va dans la toute petite enfance, les moins de 5 ans, on a 64% de femmes programmées, donc plus de femmes que d'hommes.
dans les maisons de retraite, dans les foyers socioculturels, dans les hôpitaux, c'est-à-dire dans tout ce qui correspond au care. Là aussi, elles sont 64% de femmes, donc plus programmées que les hommes. Si on arrive au spectacle des enfants de moins de 8 ans, là déjà, on arrive pile poil à l'égalité, c'est-à-dire elles sont à 52%, puisqu'elles sont 52% de filles, elles sont 52% programmées. Par contre, dès qu'on passe au-dessus de 8 ans, là, c'est parti, 37% de femmes pour les spectacles de plus de 12 ans. Et si on regarde les soirées d'ouverture, les formations, les conférences d'ouverture, etc., là, elles ne sont plus que 22% de femmes programmées, de conteuses programmées. Voilà, donc on est dans le même système. Et donc en dessous, c'était un petit, c'est un peu l'échelle décroissante donc qui est tirée du rapport, du Haut Conseil à l'égalité. Donc il y a plus de filles qui sortent des écoles, d'art, les écoles d'art, les professionnelles, hein, nationales d'art, hein, les conservatoires nationaux et cetera. Il y a plus d'étudiantes, 6 filles pour 4 garçons. Par contre, dès qu'on arrive dans le monde professionnel, vous voyez que, effectivement, il y a plus que 4 filles pour 6 garçons qui sont en activité, 2 pour 10 pour les fonds publics, 2 pour 10 pour les artistes programmés, 2 pour 10 pour les dirigeantes, 1 sur 10 pour les récompenses. Majoritaires sur les bancs de l'école d'art, puis mises au banc des institutions, les femmes subissent encore pleinement le mythe de la toute-puissance du génie créateur masculin. Je reviens à la terre-mère hein, et au compost. Et elles sont aujourd'hui plus nombreuses parmi les étudiantes. Et puis, progressivement, à l'image d'un processus d'évaporation, elles deviennent moins actives, moins payées, moins aidées, moins programmées, moins récompensées et enfin, moins en situation de responsabilité que leurs homologues masculins. J'arrive vers la fin, je pose la question. Qu'est-ce qui justifie une telle injustice? La nature ou la culture? Et je vous laisse avec ces interrogations et je te laisse lancer Françoise Daubonne. Je vois de plus en plus, et du reste, à ma propre surprise, car hélas, je n'ai plus 20 ans, et je vois de plus en plus, à une rapidité étonnante, les femmes commencer à faire confiance aux femmes parce qu'elles ne font plus confiance aux hommes, parce que ce monde est complètement foutu depuis le temps que les hommes le mènent, et qui nous ont pris les 2 pouvoirs de l'Antiquité, le pouvoir de la procréation et le pouvoir de la fertilité. Pour en faire quoi? J'en reviens toujours à mon dada, c'est vrai, c'est une idée fixe, cette destruction de l'environnement qui nous menace, et cette accumulation de démographie qui fait qu'il est une sinistre farce de parler maintenant de la mission sacrée de la maternité quand nous sommes menacés de 6 milliards en l'an 2000. Moi, je suis mère, je suis grand-mère, j'ai 2 petits-enfants. Eh bien, précisément, c'est aussi parce que je pense à eux et à leur avenir que je pense qu'ils vont vivre dans un monde invivable. C'est un documentaire qui est en ce moment sur France TV, je crois que ça passe sur la 2, c'est ça? C'est une jeune documentariste qui a fait un travail à partir de Françoise Daubonne et qui s'interroge sur les combats. Là, c'est à Bure, en fait, hein, c'est cette image-là des femmes qui vont à Bure, qui a été citée hier, je crois aussi. Leur double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra, par même amour, pensée.